Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est comme toujours avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume. Un plaisir de vous retrouver, Mamadi Diouf, sur ce plateau de décryptage. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de Madagascar présidentielle. André Rajoelina réélu dès le premier tour. En attendant que les résultats du premier tour, ou du moins de cette présidentielle de Madagascar, soient confirmés par la Haute Cour constitutionnelle, le président André Rajoelina a déjà pris la parole et a promis de rattraper le retard accusé par Madagascar. Il est donc élu à l'issue des élections présidentielles dans ce pays, élections qui le font venir en tête avec un taux de 58%, un peu plus de 50, presque 59% des voix pour Rajolina. Il est suivi de Stiteni Randriasolonia Sironiaïko, un nom un peu compliqué pour moi, qui vient en deuxième position, même si lui, il a participé à ces élections. Soloniaïko aussi critique la crédibilité des élections, demande un comptage bureau de vote par bureau de vote. Et d'un autre côté, les candidats regroupés dans la coalition des 10 candidats qui ont boycotté cette présidentielle disent ne pas reconnaître carrément ces élections. Ben, à la limite, ce n'est pas une surprise, puisque quand on regarde ce qui s'est passé déjà avant les élections, ça augurait de ce qu'on risquait de voir en termes de résultats. On a vu comment, au niveau de Madagascar, ils ont ce que j'appellerais un mécanisme extrêmement intéressant pour créer une sorte d'égalité entre les candidats, en demandant au président sortant de démissionner en bonne et due forme pour qu'un intérimaire prenne le pouvoir et que le président devienne tout court un candidat au lieu d'être un candidat président. Mais tout le monde a vu comment Rajoelina a joué pour que l'intérim soit un homme de paille. Son premier ministre. Et voilà, en ne respectant pas les mécanismes et tout. Et ça fait partie de nos problèmes en Afrique. Vous avez pourtant là un texte extrêmement intéressant qui aurait pu être pris comme un cas d'école, qui mériterait même d'être expérimenté dans d'autres pays. Mais vous avez là un très beau texte. Et malheureusement, comme on le voit souvent en Afrique, vous avez des politiciens d'un genre bizarre qui, quand ils sont en face du pouvoir, vous ne les reconnaissez même plus sur la base de leur CV, parce que ce qui est écrit sur leur CV n'a absolument plus rien à voir avec ce que les gens sont en train de faire. Donc dès ce moment, il y avait un problème sur quelqu'un qui voulait coûte que coûte rester président. Et vous avez vu la réaction d'une partie de l'opposition, ceux qui ont compris que mais, le gars-là risque de ne rien lâcher. Ils ont fait le choix difficile, au dernier moment, de refuser de se présenter. Mais si vous demandez à toute cette masse d'électeurs de ne pas aller aux urnes, mais on ne va plus au second tour parce qu'on compte les électeurs. On ne compte pas on ne prend pas le fichier électoral pour compter. C'est ceux qui vont voter qu'on va compter. Toutes ces personnes qui ne vont pas voter... Le taux d'abstention n'aura pas vraiment ça n'aura aucun effet puisque ça permettra facilement d'avoir les 50% et de pouvoir passer au premier tour. Ça aussi, il n'y a pas de surprise, d'autant que dès la publication des résultats, il flottait même d'ailleurs entre 60 et 62% quand on donnait les résultats provisoires de façon progressive. Finalement, il s'est retrouvé un peu à 59% pratiquement. Ce n'est pas une surprise. Mais ceux qui sont partis sont aujourd'hui en train de contester. Bon, le premier a saisi la haute cour pour demander l'annulation. Il y a un second également qui l'a fait. Donc, il y a deux demandes d'annulation du scrutin. Ils ont encore jusqu'au 4 décembre pour ce que la cour se prononce avant qu'on ne proclame les résultats définitifs. Mais ben, quand on regarde Madagascar, les Malgaches, comme ils disent eux-mêmes, ont plutôt tendance à aller vaquer à leurs occupations pour le moment. Donc, on ne voit pas encore une pression, on ne voit pas encore un rapport de force de la part des populations. Est-ce donc parti pour un nouveau mandat pour Rajoelina, qui était très contesté par rapport à sa candidature à cette élection? C'est très tôt pour le dire parce que les 10 candidats qui avaient décidé de boycotter les élections à un certain moment ont décidé de ne pas reconnaître les élections. Et ils l'avaient dit avant même que les élections n'aient lieu, avant même qu'on ne proclame les résultats. C'est quoi leur stratégie? On ne sait pas. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas donné de mot d'ordre, ils n'ont pas parlé de manifestation, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter
au moment où nous parlons, puisqu'ils ne se sont pas prononcés par rapport à la situation jusqu'à présent. Est-ce qu'ils attendent les résultats définitifs pour pouvoir se prononcer? Mais en tout cas, il y a un avenir qui peut être un avenir incertain, parce que ceux qui pourraient contester pour le moment, ils n'ont rien dit, on ne sait pas véritablement vers quoi ils vont aller. En tout cas, ces élections ne sont pas encore, ou du moins ces résultats ne sont pas encore confirmés par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar qui doit confirmer les résultats. Mais en attendant, le président Rajoelina, le président sortant, a déjà fait son premier discours au cours duquel il promet de rattraper le retard de Madagascar. Que dire quand on sait que c'est lui qui a dirigé Madagascar jusqu'à ces nouvelles élections? Entre-temps, il y avait eu une transition par son premier ministre, le temps qu'il se prépare pour cette présidentielle. Quand on sort d'une campagne électorale, le président sortant est obligé de reconnaître les failles. Parce que la campagne électorale, c'est l'occasion par excellence pour démontrer non pas les réussites du président sortant de la part des opposants, mais plutôt pour mettre en évidence les échecs, quand il y a eu des échecs dans des projets, pour montrer également tout ce qui a été laissé en rade, dont le président devait s'occuper et il ne s'en est pas occupé. Mais même quand le président est réélu, s'il est intelligent, il faut qu'il reconnaisse, s'il a fait quelque chose, il faut qu'il reconnaisse qu'il y a des limites, il y a des difficultés et il y a encore des chantiers. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire une façon de dire, pas à l'opposition bien sûr, mais aux populations, on va s'occuper des problèmes qui ont été posés par l'opposition, puisque ce sont ces populations que l'opposition va devoir mobiliser pour le contester. Mais il est en train de pacifier ces populations en leur faisant croire qu'il va résoudre des problèmes, alors que n'oublions pas qu'il a eu un mandat, et dans ce mandat, il n'a pas pu régler grand-chose. Comme je le dis tout le temps sur ce plateau, ce n'est pas avec un ou deux mandats qu'on sortira nos pays du sous-développement. Il faut que nos politiciens tiennent un discours de vérité à nos populations. Mais vous voyez, il est déjà en train de s'engager sur des choses alors qu'on ne sait même pas trop comment ce mandat-là va se passer. Parce que n'oublions pas que lui-même, il a mis Marc Ravalomanana dans des conditions extrêmement difficiles, au point de lui faire quitter le pouvoir. Il a même provisoirement été à la tête du pays, après une mutinerie de l'armée. Mais rien ne nous dit que lui, il va aller gouverner tranquillement. D'autant que hier, on a attrapé 2 colonels de l'armée malgache qu'on accuse de fomenter un coup d'État, d'avoir essayé de soudoyer un certain nombre de responsables de garnison pour organiser de la mutinerie. Mais ça veut dire que le résultat est là, il est provisoire, c'est lui qui a gagné les élections, mais ce n'est pas évident que c'est un tapis rouge qui sera déroulé devant lui pour ce mandat. En tout cas, politiquement aussi, les opposants ne comptent pas lui laisser la vie facile. On s'attend à ce qu'ils sortent de leur mutisme. Pour le moment, ils n'ont rien dit. Mais déjà, est-ce qu'on peut commencer par envisager l'avenir politique de cette nouvelle gestion par Rajoelina? Je me dis que s'il veut gouverner tranquillement, il est à son dernier mandat. Le plus intelligent serait de voir comment accepter les critiques de l'opposition, voire même accepter d'intégrer dans son programme un certain nombre d'éléments de l'opposition, essayer de les convaincre en leur disant « mais moi je n'ai plus rien à voir avec des élections », s'ils ne comptent bien sûr pas faire un troisième mandat, puisque, comme j'ai dit au départ, les textes sont là, les hommes politiques sont également là, et ils sont ce qu'ils sont. Mais en ce moment, il peut essayer d'avoir un gouvernement d'ouverture, comme ça se fait régulièrement dans nos pays, pour casser l'élan d'unité des 10 candidats particulièrement qui ont boycotté les élections, qui risquent d'ailleurs d'être rejoints par les 2 qui ont participé aux élections et qui demandent une annulation. Essayer de casser cet élan en faisant en sorte que certains acceptent, en voyant qu'on a mis dans le programme certains éléments qu'ils avaient dit, on a tenu compte de certaines de leurs critiques, on les met dans un gouvernement d'union, un gouvernement élargi, puisqu'il y a toutes sortes d'expressions pour cela, pour diviser l'opposition. Mais c'est à l'opposition malgache de savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est souvent ça la difficulté. Les pouvoirs persistent dans nos pays plus parce qu'au niveau de l'opposition, le même culte de conservation du pouvoir qui existe au niveau de ceux qui exercent le pouvoir, mais ce même culte de vouloir prendre le pouvoir seul également existe au niveau de l'opposition, alors que souvent, quand vous prenez nos partis individuellement, très peu d'entre eux ont la capacité financière,
ont la capacité mobilisationnelle en termes de ressources humaines pour pouvoir tenir la rue et créer un rapport de force avec le pouvoir en place. Mais en ce moment, on a vu nos pouvoirs à chaque fois jouer sur la division, affaiblir l'opposition, mettre certains au niveau du pouvoir et puis les amener à continuer leurs revendications sans que ces revendications n'empêchent à celui qui a gagné les élections, même si c'est par un trucage, même si c'est par la fraude, de pouvoir gouverner avec quelques petites difficultés qui ne l'empêcheront pas de faire son mandat. Alors, le taux de participation, en tout cas, est estimé à quelques 40% au-delà. Pour cette présidentielle, un taux en baisse par rapport à la dernière, mais cela n'empêche pas, en tout cas, le président Rajoelina d'être élu. De quoi, de quelles manœuvres dispose aujourd'hui l'opposition pour peut-être mettre à mal la gestion de Rajoelina, puisqu'il est confirmé, ou du moins, il est annoncé vainqueur par la Cour et la Commission électorale? Mais on aura encore l'éternel débat entre la légalité et la légitimité. 40%, c'est le taux officiel. L'opposition parle de 20 à 22% de taux de participation. Il faut reconnaître que si on nous avait présenté un taux de participation supérieur au taux des autres présidentielles, tout le monde va se poser des questions. Parce que quand même, quand on regarde les 10 candidats qui ont décidé de boycotter, c'était ceux qui pouvaient lui créer des problèmes et l'amener au second tour. Donc, il est tout à fait normal que le taux baisse. Quand on voit également ce qui a été, les rapports qui ont été faits par les observateurs indépendants, mais on a vu des espaces où les gens étaient dans les bureaux de vote, on attendait les électeurs et on ne les voyait pas. Donc, pour dire que, indiscutablement, le refus de participer de l'opposition à ces élections a eu un impact sur le taux de participation. Maintenant, quelle attitude ils vont prendre? Puisqu'il y en a deux. C'est ce qu'on appelle le fait accompli. D'ici le 4 décembre, si d'un point de vue juridique, on confirme son pouvoir, il prête serment, ben, les gens peuvent prendre acte en se disant, ben, il n'y a rien à faire. Il est devenu, de fait, le président de la République et le considérer comme tel. Ou bien garder la posture qui a été prise avant même le jour du scrutin, en ne reconnaissant pas les élections. Quand on ne reconnaît pas les élections, on ne reconnaît pas le président qui est issu de ces élections. Mais ça va en ce moment vers une bataille qui ne finira pas parce que vous allez voir l'opposition à cette habitude. Ils feront l'effort de ne pas l'appeler Monsieur le Président. Parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays. Dans d'autres, on a vu des gens tenter de former ce qu'on appelle des gouvernements provisoires en prenant des exemples qu'on a vu dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on a vu des gens choisir un jour de la semaine où chaque fois on marche. On a vu plusieurs scénarios, mais de façon générale, ces scénarios aboutissent difficilement parce que la soi-disant communauté internationale a tendance plutôt à prendre la première posture qui consiste à prendre acte. C'est ce qui s'était passé avec la RDC. Quand vous revoyez les textes qui ont été publiés après l'élection de Tshisekedi, beaucoup avaient plutôt pris acte que féliciter le président Tshisekedi. Mais quand vous regardez par la suite, mais il y a eu de la collaboration en bonne et due forme. Donc il y a ces deux postures qui sont là. Quelle sera la posture de l'opposition? Quelle sera la posture des autres pays par rapport à Madagascar? C'est un peu de ce rapport de force ici en termes politiques. Je ne parle pas de prendre les armes. C'est ce rapport de force qui va déterminer comment il va vivre ce mandat. Est-ce que les opposants vont le laisser dérouler tout simplement sans aucune difficulté, ou est-ce que les opposants auront la capacité de mobiliser la population malgache pour l'empêcher de gouverner? Il y a toujours également cette botte, puisque nous sommes au printemps des coups d'État à nouveau en Afrique. Je parlais tout à l'heure de ces deux colonels qu'on accuse de vouloir fomenter une mutinerie pour aboutir à un coup d'État. Est-ce que Madagascar également va se dire, attendez, les civils sont des incapables, il faut que des colonels ou des capitaines sortent encore de je ne sais où pour venir prendre le pouvoir et vouloir faire marcher le pays à la place des politiques qui ne sont pas en mesure de le faire. Ça également, c'est une question qu'il ne faut pas écarter. Il ne faut pas écarter la possibilité que des militaires surgissent, mais aussi la possibilité que les civils
aussi, du moins la population se prononce dans ce genre de situation. Malheureusement, pour le moment, la population semble ne pas trop s'intéresser à l'actualité politique. Les choses reprennent doucement à Madagascar. Mais entre-temps, juste au lendemain de ces élections, on avait vu ces manifestations ou de ces rassemblements devant les partis du président sortant pour réclamer leur rétribution. Que dire aujourd'hui de cette population malgache qui, normalement, devrait être la première concernée par cette situation? En fait, la population a été éprouvée avant les élections, puisque après que les 10 candidats aient décidé de ne pas aller aux élections, ils ont décidé d'occuper la rue. Au départ, ils avaient commencé à mobiliser la population, mais face à la répression, finalement, cette mobilisation a baissé. Et je me dis que dans leur silence, ils sont peut-être en train de mijoter qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour remobiliser les populations, parce que les derniers jours avant les élections, il n'y a pas eu une grande mobilisation et les forces de défense et de sécurité n'avaient pas hésité en utilisant le gaz lacrymogène pour disperser les populations. Maintenant, ça, on était avant les élections. Aujourd'hui, on est après. Puisque quand on mobilise les populations, il faut leur donner quelque chose. On va mobiliser les populations sur quelle base? Refuser qu'il est le président de la République. Donc, aller dans le sens de demander sa démission, sa destitution, etc. Puisqu'il y a plusieurs variantes. Ou bien même appeler l'armée à venir prendre le pouvoir. On a vu des pays où les populations ont carrément demandé aux militaires de venir prendre le pouvoir. Donc ça ouvre plusieurs alternatives. Maintenant, quelle est l'alternative qui peut mobiliser les populations? Parce que cette mobilisation des populations est importante pour ces partis qui veulent contester son pouvoir. Si la population ne se mobilise pas, mais il ne reste qu'une seule chose, c'est un coup de force. Et comme je l'ai dit, d'habitude, moi je suis contre les coups de force, puisque ce n'est pas nécessairement une solution par rapport à la situation qu'on veut résoudre, bien que, comme je l'ai dit au départ, je suis tout aussi contre également ce que Rajoelina a fait depuis avant le scrutin pour pouvoir se maintenir au pouvoir en ne respectant pas des règles dont il devait lui-même être le garant en tant que président sortant. André Rajoelina, qui remplit, disons, pour un second mandat, des possibilités de pouvoir gérer ce mandat jusqu'à la fin? Difficile de le dire pour le moment. Tout va dépendre de la réaction d'abord de l'opposition, mais de la réaction également de ses partisans. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qu'on a fait, je ne sais pas, il faut appeler ça voter, ou bien qu'on a promis de payer pour qu'ils votent. Ceux-là qui réclament qu'on leur donne leur dû, est-ce que ceux-là ne seront pas les premiers même à sortir dans les rues pour réclamer leur dû? Pour le moment, ils sont allés dans des endroits bien précis. Est-ce qu'après, ils ne vont pas se mobiliser eux aussi pour dire, attendez, on ne va pas nous passer dessus comme ça, ce n'est pas le contrat qu'on avait signé. Nous, on a respecté notre part du contrat. Bien sûr, il faut qu'eux, ils respectent leur part du contrat. Ça peut être une source de déstabilisation. Et bien sûr, l'opposition ne manquera pas de profiter d'une telle situation pour, autant que possible, rendre le pays ingouvernable. Parce que d'habitude, c'est l'attitude de l'opposition quand on veut s'opposer à un pouvoir qu'on considère qu'il a été mal élu, comme c'est le cas actuel avec le président malgache qui vient d'être élu. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.